Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. En ce beau mercredi après-midi du mois de novembre. On est fidèle à notre rendez-vous une fois par mois où on a la chance de discuter avec vous de différents enjeux reliés aux OBNL. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale parce que je reçois mon co-actionnaire d'Espace OBNL, Laurent Morisset. Mais en même temps aussi, je trouve ça intéressant de pouvoir prendre 2 secondes puis être un peu avant mon temps pour vous souhaiter des joyeuses fêtes qui s'en viennent, puis surtout un peu de repos à l'ensemble des gestionnaires. En même temps, ça nous donne l'occasion de vous parler de la programmation 2019 qui s'en vient. On est très content de pouvoir vous rassurer sur certains éléments de programmation. Premièrement, les Facebook Live vont être de retour après Noël une fois par mois et on va intégrer des nouvelles activités en plus d'un programme de formation qu'on est en train de développer actuellement. On est toujours ouvert à vos suggestions. S'il y a des besoins que vous voyez, s'il y a des enjeux que vous voulez traiter, tant en formation que sur Facebook ou dans les autres produits, dans les autres contenus, on est disponible, puis on attend vos commentaires, soit par courriel ou soit sur la page Facebook, la page LinkedIn ou le groupe Facebook et le groupe LinkedIn. Je voudrais aussi vous parler d'une pièce de contenu qu'on a mis en ligne cette semaine, vous avez peut-être reçu certains courriels ce matin, relié à 6 étapes pour être des acteurs de changement. Je vous invite à le télécharger. C'est une démarche qui est issue de plusieurs rencontres avec plusieurs DG qui sont, dans bien des cas, des vedettes dans leur coin ou dans leurs organisations. Puis on a pris un peu de ce qu'ils font de bon pour l'amener à l'ensemble de la communauté. Aujourd'hui, on va parler des présidences, on va parler des enjeux, on va parler des difficultés que c'est d'être président de CA. Avec Laurent Morisset d'OBNL 360. Juste vous faire une petite bio, Laurent, c'est un entrepreneur dans l'âme depuis son très jeune âge. En même temps aussi, c'est quelqu'un qui aime beaucoup apprendre. Donc, il en a profité pour faire sa certification en coaching exécutif. Il en a profité pour se certifier comme administrateur de société. Et dernièrement, il est allé faire son Executive MBA au HEC McGill l'année passée. Je vous invite à faire connaissance avec Laurent aujourd'hui. C'est aussi mon copartenaire dans Espace OBNL en même temps aussi. Bien, merci Laurent de nous recevoir aujourd'hui dans ton temps. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec ta grande expérience des dernières années, on va pouvoir parler vraiment de différents enjeux. Bien, premièrement, d'entrée de jeu, j'aimerais ça que tu m'expliques un conseil d'administration d'un OBNL, un conseil d'administration d'une PME. C'est quoi les différences, puis comment on peut les comparer, puis qu'est-ce qui est spécifique aux OBNL? Moi, j'ai siégé sur les deux. J'ai siégé sur un conseil d'administration d'une PME, qu'on appelle plus souvent un comité consultatif. J'ai été sur des conseils d'administration d'OBNL, en particulier Bénévoles d'affaires, entre autres, le Festival culturel militaire de Montréal. La différence est fondamentale. Un OBNL, pour se constituer, n'a pas le choix d'avoir un conseil d'administration. C'est la base légale d'un OBNL, c'est dans ses statuts, doit absolument avoir un conseil d'administration. Pour une PME comme la mienne, ou celle que j'ai, ou les entreprises que j'ai fondées à travers les années, tu n'es pas obligé d'avoir un comité consultatif. Tu n'as aucune obligation légale d'avoir un comité, d'un conseil d'administration. Les entreprises qui ont une obligation légale sont les entreprises cotées en bourse. Ce qui n'est pas notre cas. Ce qui n'est pas notre cas. Alors, cette différence-là est fondamentale parce que un gestionnaire d'une PME va pouvoir œuvrer, manœuvrer à peu près comme il veut dans son organisation, sans la contrainte ou, je dirais, en l'absence aussi de la force de ce que peut générer un conseil d'administration. Bien des gestionnaires voient le conseil d'administration comme une contrainte, d'autres le voient comme une force, ça dépend de la relation qui est établie. Mais moi, par exemple, chez C4 Communications ou chez OBNL 360, mais je n'ai pas de conseil d'administration. Je me suis formé un comité consultatif qui m'aide à prendre mes décisions, mais qui n'a pas ni de pouvoir de coercition sur moi, ni de pouvoir sur mes décisions. Il est là vraiment pour m'aider. Dans un OBNL, bien, ton président de conseil ou ton conseil d'administration, lui, il est là pour assurer la pérennité de l'organisation. Et ça peut se faire parfois à tes dépens comme gestionnaire ou ça peut se faire en collaboration. Fait que je pense que c'est la différence fondamentale entre être sur un conseil d'administration d'un OBNL ou sur un comité consultatif, par exemple. Mais être président d'un conseil d'administration, là, c'est une dévotion un peu. Puis ça prend à quoi pour être un bon président, selon toi?
Être Mais président... là, je dis, excuse-moi, Laurent, parce que je sais qu'on va le dire, je dis président, là, mais je pourrais dire présidente, puis je devrais dire présidente aussi. Là. Surtout dans le milieu des OBNL, là, les femmes sont grandement présentes, là, puis on est deux hommes pour parler de ça. Là. Mais c'est sûr que je pourrais dire présidente aussi, mais les motivations d'un sexe ou l'autre sont similaires. Bien, on va parler des rôles et des responsabilités un peu d'un président de conseil d'administration sur un OBNL. Plus particulièrement, là, parce que c'est le cadre qui nous intéresse. Là. Je pense que c'est fondamental ce que tu viens de dire. Là. Et d'ailleurs, c'est probablement le rôle d'un président de conseil d'assurer une diversité sur un conseil d'administration. Qu'elle soit une diversité de genre, une diversité de race, une diversité, peu importe la diversité, mais je pense que ça devrait être le rôle d'un président de conseil d'assumer cette diversité-là. D'ailleurs, moi, les conseils d'administration sur lesquels j'ai été ou j'ai vu un meilleur rendement de l'équipe, du conseil. C'était les conseils d'administration, il y avait une meilleure diversité. Le rôle d'un président de conseil, c'est fondamental. Est-ce que c'est un honneur d'être un président de conseil? Pour certains, oui. Pour d'autres, non. Pour certains, c'est quasiment une vocation. Mais c'est sûr que la responsabilité que tu prends quand tu deviens un président de conseil, bien, si tu fais bien ton travail, si tu assumes une position de gouvernance importante, bien, ça demande beaucoup de travail. Ça, c'est sûr. J'ai l'impression aussi que parfois, les gestionnaires d'OBNL, quand ça ne va pas bien avec leur président de conseil ou quand ça ne va pas bien avec le conseil, je peux te dire que c'est difficile. Tu sais. Ouais. Mais quand ça va bien, on voit les organisations se déployer et réaliser leur mission. Il y a des éléments fondamentaux à quoi ça sert un président de conseil. Ça sert à s'assurer que les membres du conseil d'administration aient l'information pour prendre des décisions. Ça, je pense que c'est probablement la première des choses qui est extrêmement importante, c'est qu'il y a un rôle fédérateur. Il y a un rôle de faire en sorte que le conseil d'administration, selon moi, se regroupe autour de ses gestionnaires ou de son gestionnaire. Diffuser l'information. Il faut qu'il s'assure, puis ça, je pense que c'est extrêmement important, particulièrement dans un conseil d'OBNL, que les membres du conseil d'administration puissent exprimer leur point de vue. Il va aussi s'assurer de coordonner, parfois, il va y avoir un secrétaire, des fois, il n'y a pas de secrétaire. Fait que, et parfois, c'est le gestionnaire qui va faire ça, là, mais s'assurer que les réunions et que les préoccupations des administrateurs soient bien adressées. Mais il y a aussi un rôle fondamental de s'assurer que la direction puisse exprimer ses préoccupations auprès du conseil. Moi, j'ai vu des présidents de conseil travailler extrêmement fort. J'ai vu d'autres présidents de conseil excessivement complaisants. Quand tu veux dire complaisant, tu veux dire... À vrai dire, j'ai vu ça pas juste sur les présidents de conseil. Non. Il y a différents types d'administrateurs, que ce soit sur les OBNL ou ailleurs. Il y a des gens très impliqués, il y a des gens qui sont là parce qu'ils n'ont pas le choix. Il y a des gens qui sont imposés, il y a des gens qui sont là parce qu'ils ont un agenda. Où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Ce sera la même chose sur un conseil d'administration. Mais je pense que c'est fondamental, le rôle du président de conseil, pour essayer de maintenir une saine gouvernance, ou l'émergence d'une gouvernance, ou des règles de gouvernance, tout dépendant de où est-ce que votre OBNL est rendu. Tu sais, le concept de la gouvernance, juste le terme, il me semble qu'avant les scandales de 2007, 2008, bancaire, gestion d'organisation, tout ça, tout ce qu'on a vu aussi du côté gouvernemental, il me semble qu'on n'entendait pas vraiment parler. Il me semble que c'est un terme à la mode présentement. La gouvernance? Oui, le terme gouvernance, le nombre d'organisations qui ont commencé à donner des contenus sur la gouvernance, tu sais, nous inclus, là. Puis il y a certains types d'OBNL, je pense en sport et loisirs, je pense certains OBNL qui, des fois, sont beaucoup plus avec des structures bénévoles, moins d'employés à temps plein, qui sont encore loin d'intégrer ce principe-là dans leur conseil d'administration. Je me trompe-tu ou c'est une perception? Bien, je pense que la gouvernance est un mot qui est plus à la mode. Je pense que c'est que la gouvernance est en train d'atteindre les OBNL. C'est mon impression, OK? Je vous dirais, tu sais, je regarde des organisations comme le Collège des administrateurs de société, l'Institut des administrateurs de société, l'Institut sur la gouvernance des organisations publiques et privées. Tu sais, ces organisations-là, aujourd'hui, qui sont plus dans le domaine corporatif, ont tous à peu près une vingtaine d'années, en tout cas, entre 15 et 20 ans, ces organisations-là.
Et je pense qu'il y a maintenant de plus en plus d'administrateurs qui se sont ou qui se forment à essayer d'amener une meilleure gouvernance sur les OBNL. Ce n'est pas le cas partout. Ça dépend aussi de la taille. Plus l'organisation est petite, parfois plus c'est difficile de trouver des administrateurs qui ont une expérience de gouvernance tangible. Ceci étant dit, au-delà du terme à la mode de gouvernance, une saine gouvernance, c'est assurer la pérennité de l'organisation. Puis c'est le rôle du conseil d'administration, puis c'est le rôle du président de conseil. Tu parles de pérennité d'organisation avant de parler d'accomplissement de mission. Bien, c'est-à-dire que la pérennité de l'organisation passe probablement par l'accomplissement de sa mission et l'actualisation de sa vision. Ça, c'est ma perspective. Dans un contexte comme celui-là, rendre une organisation pérenne pour un conseil d'administration, bien, c'est s'assurer que les finances soient saines. Oui, c'est s'assurer le rôle de supervision. Là. Puis de supervision, on pourra voir. On pourrait même l'adresser. Mais s'assurer que la finance de l'organisation est là, s'assurer de supporter sa direction générale, s'assurer... Parce que quand on est président d'un conseil d'administration ou quand on est administrateur sur un conseil d'administration d'OBNL, les gens l'oublient souvent, mais ils ont des responsabilités. Ils ont une responsabilité fondamentale d'être fiduciaires. Si leur BNL ferme, puis que les DAS, la TPS n'est pas payée, c'est vers les administrateurs qu'on va se retourner et non vers la direction générale. Fait que tu sais, il y a des gens qui embarquent sur des conseils d'OBNL ou des présidents de conseils qui embarquent sur des OBNL puis qui oublient cette dynamique-là. Mais cette dynamique-là est bien réelle. Moi, je vois un président de conseil comme un collaborateur à la direction. Je vois un président de conseil, sans collaboration entre la direction et le conseil d'administration, les gestionnaires, selon moi, il est fait. Parce qu'on parle souvent du duo DG-président. Tu sais, c'est souvent on les voit quasiment comme un couple qui opère l'organisation, puis c'est l'essence de l'organisation vient souvent dans cette relation-là, aussi tant quand ça va bien que quand ça va moins bien, là. Puis cette collaboration-là, comment on peut l'optimiser entre le DG puis le président? Ou la présidente, bien sûr. Mais je pense que la première chose, c'est probablement comme dans toute relation, c'est une base de respect. Si il y a du respect entre le directeur général, la directrice générale ou la direction et le conseil d'administration, puis dans les deux cas, on va les représenter par la direction générale et le président de conseil. Parce que le président de conseil, ça fait partie de son rôle d'être une courroie de transmission des préoccupations de la direction vers le conseil d'administration. C'est pas le rôle d'un directeur général d'arriver au conseil d'administration puis de s'épancher sur tous ces problèmes qu'il y a eu dans le dernier mois. Mais je pense que c'est le rôle du président de conseil de s'asseoir à intervalles réguliers avec son directeur général pour prendre le pouls de l'organisation, pour comprendre c'est quoi les problématiques ou les bons coups. Et c'est au président de conseil, parfois dans les sessions de huis clos, quand la direction n'est pas là, de faire part de ses préoccupations au conseil d'administration. Fait qu'un président de conseil, c'est une excellente courroie de transmission. Si tu n'as pas cette relation-là, tu peux espérer que son terme ne soit pas trop long. Donc, tu as vraiment une vision de leadership au niveau du poste de président de conseil. Assurément. Puis cette vision de leadership-là, dans le quotidien ou dans l'ensemble de la relation, elle s'illustre comment? Puis elle devrait prendre quelle place? Moi, je pense qu'un président de conseil d'administration qui a décidé de se voir comme le supérieur immédiat d'un gestionnaire, là, il est à la mauvaise place. Ça, c'est sûr. Il est vraiment à la mauvaise place. C'est pas ça la relation qui doit s'établir. Un président de conseil... Mais c'est quand même, excuse Laurent, parce que je trouve ça important, parce que c'est quand même le patron du DG, ça se trouve être le CA quand même. Oui, le CA. Le CA, dans son ensemble, dans sa globalité, dans son rôle et dans sa responsabilité, le CA dans son ensemble est le patron du DG. Je suis d'accord avec toi. Le président de conseil ou un administrateur tout seul de son côté ne devient pas le patron du DG. Ça, c'est important. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important de faire la différence parce que le président de CA qui joue au supérieur immédiat, qui essaye d'expliquer au DG comment faire sa job, moi, je pense qu'il fait fausse route. Le conseil d'administration, unanimement, qui voit une problématique de gestion, puis qui décide par l'intermédiaire de son président de CA
d'adresser cette situation-là, c'est pas pareil du tout. Là. Ça, c'est pas pareil du tout. Adresser une problématique de gestion et demander qu'elle soit adressée et gérée ou qu'elle soit réglée, c'est le rôle d'un conseil d'administration. Donc, Mais, là, à ce moment-là, c'est plus le côté porte-parole du CA. Tout à fait. On pourrait dire côté porte-parole, là, côté représentation. Un CA qui a une préoccupation majeure. Là. Un CA de mes matins, là, qui n'a pas ses chiffres sur est-ce que les TPS sont payés, est-ce que les DAS sont payés. Moi, le conseil d'administration... Moi, si j'étais administrateur sur ce board-là, c'est vraiment pas long. J'appellerais pas le directeur général pour lui dire « Hey, envoie-moi ça ». Je dirais à mon président de conseil, je veux avoir dans un délai d'une semaine les chiffres liés à cette information-là. Parce que pour mon degré de confort comme administrateur, j'ai besoin de ça. Mais si les 12 administrateurs se mettent tous à appeler le gestionnaire, peux-tu t'imaginer comment le pauvre gestionnaire va devenir fou? Mais quand tu as un exécutif avec un secrétaire et un trésorier, s'il y a des enjeux qui sont reliés à l'exécutif, est-ce que tu impliques le président à chaque fois? Ou tu penses que le trésorier peut avoir des liens directs avec le DG ou le secrétaire ou le vice-président, dépendamment de la structure de l'organisation? Je pose la question, je l'ai vu dans un CA, entre autres, où je suis impliqué, moi. Puis, Tout dépendant de la taille. Un CA qui a 20 personnes, c'est de la folie. C'est ingérable. Là. Tu t'en vas pas là. Moi, j'ai vu 32 dernièrement. De la folie. C'est complètement débile, selon moi. Il n'y a pas d'autre mot que ça. Comment veux-tu que 32 personnes, ou 20 personnes, ou 18 personnes, à la rigueur, se mettent d'accord pour faire avancer une organisation? Il n'y en a pas la moitié des administrateurs de ce conseil-là, selon moi, qui vont avoir lu leurs documents quand ils vont se présenter. Tu sais, il y a des nombres, des sweet spots, je pense que c'est intéressant. Une douzaine d'administrateurs, peut-être une dizaine. Puis bien choisi là, pour permettre à l'organisation d'avancer. Mais pouvez-vous vous imaginer, vous, être gestionnaire d'un OBNL, d'avoir 25 membres d'un conseil d'administration? Enfin, ceux qui le font, c'est assez top. Moi, je pense que c'est complètement fou. Mais pour revenir au sens de la question, c'est la capacité qu'un conseil d'administration a à supporter son directeur général. Elle passe par plein de moyens, mais selon moi, les 4 administrateurs principaux, je vais le dire principaux, le secrétaire, le trésorier, le vice-président ou le président, mais souvent la trilogie, le président, trésorier et secrétaire. Oui, probablement que ces 3 personnes-là devraient pouvoir avoir une interaction avec le directeur général sans problème. Surtout des fois, prenons la question des chiffres. Le trésorier est peut-être un CPA et peut-être quelqu'un qui connaît mieux le volet de la comptabilité, de la gestion de la finance. Fait qu'il est peut-être plus à l'aise de parler avec le directeur général de cette question-là. Non, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais malgré ça, je trouve que ça serait très important que le président de conseil soit mieux au courant de la question qui est posée. Mais en même temps, inversement, le degré de connaissance qu'un DG doit avoir, justement, de la vision de son président est essentiel. Essentiel. Et inversement, je pense que le président doit aussi être en arrimage avec son directeur général ou sa directrice générale sur c'est quoi sa vision. Moi, je peux parler, là, j'ai à peu près vu, puis c'est pas là, mais j'ai vu plusieurs cas de figure. Le secret d'un OBNL qui va réaliser sa mission, selon moi, passe par l'amélioration de sa gouvernance. Je vais dire pourquoi, c'est que on est aussi dans des changements à l'heure actuelle. On a des DG qui sont un peu plus vieillissants. Il y a une relève qui va tenter de faire sa place. Il y a une professionnalisation. Il y a une professionnalisation. Pas partout, je suis d'accord. Il y en a 46 000 OBNL au Québec. Ce n'est pas le cas partout, mais je parle d'OBNL d'une certaine taille. Et la capacité d'avoir des conseils d'administration qui améliorent leur relation de gouvernance, ça fait que ça évite un peu plus les conflits d'intérêts. Ça donne à des conseils d'administration et à un président de conseil une meilleure marge de manœuvre dans la capacité de respecter la manière de faire de son gestionnaire ou de son directeur général. Il y a une expression qui dit qu'un bon président de conseil ou un bon conseil devrait être nose in, finger out. Devrait regarder ce qui se fait, mais ne devrait pas le faire. Je suis d'accord que
cette réalité-là, elle ne peut pas être dans tous les OBNL où des fois, il y a une ou deux personnes à la permanence. Oui, ça, c'est Quand quand il y a une permanence. Là. il y a une permanence. Parce qu'on a beaucoup d'organisations qui sont 100% bénévoles. 100% bénévole, 100% bénévole, ça veut dire que c'est un conseil d'administration qui fait tout. Ouais. Moi, je m'adresse, et ça, un conseil d'administration qui fait tout, bien, j'ai moins d'expérience avec ces organisations-là parce que moi, je conseille des gestionnaires ou je conseille des présidents de conseil qui travaillent avec des gestionnaires. Oh. Puis le gestionnaire, il a besoin d'être épaulé dans son travail. Il a besoin de pouvoir avoir les coups des franges pour réaliser la mission de l'organisation en collaboration avec le CA. Mais si à chaque fois qu'il fait quelque chose, il est remis en question par son CA ou par son président de CA, ben, le temps va être long, là. Puis est-ce que tu dirais que ça prend absolument une vision de la part? Est-ce que, je dirais, autant le président que le CA se doit d'avoir un alignement? Ce que je vois présentement assez régulièrement, ce sont des DG qui arrivent en poste puis qui sont un peu perdus. C'est quoi la responsabilité du président reliée à l'arrivée d'un nouveau DG? La responsabilité du président, je vais le mettre dans ces deux sens-là. La responsabilité du président d'un conseil, en tout cas, c'est de s'assurer, et puis ça, si c'était bien fait déjà, ça générerait pas mal de bonnes choses, je pense, de s'assurer de l'accueil d'un nouvel administrateur. Ouais. Fait que ça, je vais commencer par ce volet-là. Tu as un nouvel administrateur qui arrive en place, il ne sait pas grand-chose, on ne lui a pas donné toutes les informations, il arrive, il est rempli de questions, il n'a jamais été mangé avec le président de conseil, toutes les questions vont finir par polluer un CA, puis toutes ces questions-là vont finir par retomber sur le bureau d'un gestionnaire. Donc, première chose, le président de conseil devrait accueillir proprement, dans les règles de l'art, devrait accueillir ses nouveaux administrateurs. Un nouveau gestionnaire rentre en place. Je pense que ça serait trop de demander juste au président de conseil d'accueillir, à proprement dit, son nouveau gestionnaire. Probablement que le trio président de conseil, trésorerie et secrétariat devrait se mettre ensemble pour expliquer s'il n'y a pas eu de phénomène de relève, s'il n'y a pas eu de phénomène de relève. Ce qui est très souvent le cas. Ce qui est souvent le cas, malheureusement. Mais s'il n'y a pas eu cet entraînement de relève-là, devrait se mettre ensemble pour accueillir ce nouveau DG-là, puis lui offrir, au moins pendant une période de 3 mois, la capacité de l'accompagner. Mais ça revient aussi à une question qui est extrêmement importante d'adresser. C'est le rôle du conseil d'administration, dans son rôle de gardien de la pérennité, d'assurer que l'organisation, elle va avoir les bons gestionnaires au bon endroit, au bon moment. Fait qu'un gestionnaire qui veut s'en aller depuis 3 ans puis qui dit « je suis fatigué, je vais à la retraite, je suis plus capable », puis que le conseil d'administration n'adresse pas ça, prend pas le temps de faire le bilan des connaissances de ce gestionnaire-là, prend pas le temps de monter un cahier de charge avec ce gestionnaire-là, prend pas le temps de comprendre la description de tâches, prend pas le temps comme conseil d'administration ou comme président de conseil, c'est quoi l'ampleur de ce qui est fait par le gestionnaire, bien, quand l'autre gestionnaire va arriver, il n'y aura rien. Alors, le conseil d'administration va pédaler, va essayer de faire ce qu'il peut, puis le pauvre président de conseil, puis là, dans ce cas-là, je pense que oui, il va en mettre du temps. Fait que ça fait partie du rôle d'un bon président de conseil de s'assurer de monter les bons outils pour permettre une relève à l'organisation. Et d'ailleurs, un bon président de conseil devrait s'assurer de déterminer c'est qui ça relève et puis c'est quand. Tu parles au sein même du CA. Tout à fait. Au sein même du CA et non pas juste en fonction de la direction générale. Au sein même du CA. Le bois mort sur les CA. Les plantes vertes. Les plantes vertes puis le bois mort, c'est au président de CA d'adresser ça. Les administrateurs qui ont des agendas cachés puis qui arrivent pour promouvoir leur organisation, c'est au président de CA de régler ça. Les administrateurs qui sont belliqueux, qui sont négatifs, qui ont toujours de quoi chialer, c'est au président de conseil de régler ça. Un CA, c'est pas un lieu de chialage, là. C'est pas un lieu pour laver son linge sale. Puis un président de CA devrait s'assurer, au contraire, de démontrer qu'il supporte sa permanence, qu'il supporte son président. Tous les sujets peuvent être adressés. Ça dépend comment ils sont adressés. Mais moi, j'ai vu des CA où ça devenait une session de lynchage sur le gestionnaire, sur ce qui était fait, pas fait. Non, c'est ni le lieu ni la place. Puis le président de CA devrait avoir le courage de soit reconnaître que son CA fait mal son travail, soit que son CA est mal constitué pour épauler son DG,
ou bien soit que son DG n'est pas bon. Ça peut arriver aussi. Oh oui. Ça peut arriver que le DG... Ça arrive dans toutes les organisations. Il n'est plus à la bonne place au bon moment. Mais c'est au président de CA de s'assurer que cette question-là qu'on obtienne des réponses. Mais est-ce que, pas juste selon toi, là, mais je t'écoute, là, puis il me semble qu'une grande partie des présidents de CA que je crois ne sont pas conscients de toutes ces responsabilités-là. Une grande partie des administrateurs avec qui je travaille sur les OBNL ne sont pas très bien conscients de leurs responsabilités, ne sont pas très bien conscients de leur rôle et ne sont pas tout à fait conscients non plus de l'impact que ça peut avoir quand il y a des réels problèmes au sein d'un conseil d'administration. Mais est-ce que tu aurais des trucs pour les gestionnaires pour être capable d'amener leurs administrateurs à cet endroit-là? Parce que ce que je crois souvent, c'est des DG qui m'arrivent puis qui consultent notre contenu en ligne puis qui disent « Hey, vous avez des bons textes, mais j'hésite à le monter à mon président parce que j'ai peur que ça l'offusque ou j'ai peur d'y montrer c'est quoi qu'il faudrait qu'il fasse, mais il ne fait pas ce qu'il devrait faire. » C'est sûr que tu ne veux pas être dans cette situation-là. Tu veux pas être dans une situation où tu vas être pris pour dire à ton président de conseil qu'il n'est pas compétent ou qu'il n'est pas la bonne personne. Mais je pense que s'il y a du respect entre des personnes, tout comme notre président de conseil va nous faire évoluer, tout comme notre président de conseil va nous dire quand il y a des éléments de ce qu'on fait qui sont pas bons, je pense que cet échange-là doit se faire. Puis, il n'y a pas... Écoute, il y a tellement de contenu sur Internet pour devenir... Je vais en écrire un si les gens veulent. Ça ne me dérange pas, je vais écrire c'est quoi les écueils à éviter, c'est quoi un bon président de conseil. Je m'engage à le faire d'ici après, retour des fêtes s'ils veulent, ça ne me dérange pas. Mais il y a tellement de contenu, de formation, de consultants qui sont prêts à aider des conseils d'administration à devenir meilleurs. De 100 piastres de l'heure à 0 $ en passant par du monde qui vont nous craquer ça à des prix de fou. Un conseil d'administration doit se former. S'il n'est pas habilité, ben, il faut qu'il trouve ses ressources. Il y a une responsabilité de l'interne. Il y a une responsabilité. Avant même que ce soit le DG qui se doit de sonner des cloches, là, théoriquement, ce conseil d'administration-là devrait lui-même se doter de certains outils. Là. C'est quoi les outils de base? Je sais qu'on est un petit peu en dehors du rôle de président, là, mais ça fait partie du rôle. Je pense que c'est essentiel de pouvoir les placer. Ça fait partie du rôle d'un président, je pense, d'instaurer des comités. Puis, des comités. Puis moi, j'ai vu, à un moment donné, j'ai aidé des conseils d'administration où la réponse à un problème, c'était un comité. Fait que ça devenait... C'était pas mieux, là, parce que là, on va faire un comité, on va faire un comité. Fait que là, manière, on disait que 5-6 comités, non, ça marche pas. Moi, je pense qu'un conseil d'administration devrait avoir 2 ou d'OBNL d'une certaine taille, là. Devrait avoir peut-être 2 ou 3 comités. Gouvernance. Ouais. Ça, pour moi, c'est fondamental. RH. Et puis, pour moi, parce que c'est une préoccupation que j'aurais, c'est la notion de comité d'audit. Ah, toi, tu dis audit. Moi, je suis plus du côté financement parce que c'est souvent un enjeu. Bien, à vrai dire, pour moi, audit va tomber avec tout le volet financement. Okay. Puis toi, je t'ai entendu dans une conférence, tu disais d'avoir un comité financement. Ouais. Ça, probablement que c'est une des choses les plus brillantes que j'ai entendues la dernière année. Merci. Honnêtement, parce que avec le comité financement, tu assures la pérennité financière de l'organisation, tu es capable de sensibiliser le board à ces problématiques-là, puis tu peux en faire en même temps voir au niveau du comité d'audit. Ce comité, est-ce qu'un autre des bouts que je vois qui est hyper manquant, c'est l'identification des risques? Okay. C'est pour moi, ça va dans l'audit, selon toi? Et ça va dans la gouvernance et dans les risques. Okay. Je pense que chacun de tes comités devrait être en mesure d'évaluer. Ça se passerait peut-être pas comme ça dans une corporation cotée en bourse, là, mais dans des OBNL d'une taille plus petite, là, je pense que chacun des comités devrait être en mesure d'identifier ses risques. Par exemple, le comité de gouvernance, on a un DG qui va partir à la retraite, on a un manque de compétences sur le conseil d'administration, on a besoin de quelqu'un en com, on a besoin de quelqu'un en comptabilité, on a besoin de quelqu'un en médias sociaux. Ils vont évaluer leurs risques. Le comité de financement et d'audit devrait évaluer ses risques. On n'a pas de sous pour assurer peut-être 6 mois de permanence. On va perdre une subvention. Fait que chacun des comités devrait faire ces choses-là. Il s'agit d'une bonne réponse, les comités, à la capacité de supporter des fois mieux son gestionnaire. Parce que là, le gestionnaire peut aller vers ces comités-là pour fournir. Mais si ça devient
comité par-dessus comité, puis que le gestionnaire fait juste passer son temps dans les comités, le pauvre gestionnaire ne peut pas travailler. Ça ne marche pas, là. C'est ça. Tu deviens un secrétaire de comité. Exactement. Tu deviens un secrétaire de comité. Ça, c'est une autre chose. Les comités devraient prendre leurs notes eux-mêmes. Combien de fois j'ai vu des comités où c'est le gestionnaire qui est là? Si tu veux avoir la tête de ton gestionnaire, ben donne-y la capacité de s'exprimer. Prends-y pas les mains et le crayon. Donc, les comités devraient prendre leurs notes eux-mêmes, pas demander à leur gestionnaire de venir prendre des notes, d'agir comme secrétaire. Non, le gestionnaire, la directrice générale, le directeur général devrait pouvoir arriver là et être capable d'être disposé mentalement à amener du concret à la table plutôt que d'être un preneur de notes. Puis, selon toi, la durée de mandat idéale serait de combien de temps? Pour un président de CA? Pour la présidente de CA, je vois ces temps-ci des présidents 30 ans, 20 ans, qui sont souvent aussi des présidents fondateurs, ou des présidentes fondatrices qui sont là depuis très longtemps. Présidente fondateur ou directeur général fondateur? Les deux sont... Moi, je trouve qu'un terme idéal pour quelqu'un sur un OBNL, puis c'est un commitment, puis les gestionnaires ne le réalisent pas. Puis les administrateurs qui rentrent les bois ne le réalisent pas. Mais c'est probablement 4 à 5 ans. 4 à 5 ans. Puis je pense qu'un président de conseil devrait avoir fait au moins 2 ans comme administrateur. Avant de devenir président de conseil. Et là, s'il veut se donner les coups des franches, prenons un exemple clé. Là, il arrive à la fin de la première année d'une planification stratégique. Il est là pendant 2 ans. Et là, lui, il reprend la planification stratégique, il redonne un tour de roue, puisqu'une planification stratégique, au-delà de 3 ans, là, moi, j'y crois pas bien, reprend cette planification stratégique-là, il amène une partie de sa couleur, et là, se donne un 3 ans, dans lequel il va être... Fait que c'est long, là. Mais de toute manière, 2 ans comme membre d'un conseil d'administration ou administrateur, pour moi, c'est la base pour comprendre. Après ça, tu peux faire 3 ans comme président de conseil, des fois une année ex officio. Mais c'est un commitment, là. Moi, quand je regarde des présidents de conseil, puis il y en a pour qui j'ai des respects énormes de tout ce qu'ils ont donné comme temps, c'est des gens qui ont investi entre 4 et 6 ans, facilement. Mais 30 ans, c'est comme dans tout, je pense qu'il ne faut pas mettre l'expérience dehors. Est-ce que quelqu'un, au bout de 30 ans, a la même pertinence qu'il avait au début? Si c'est le cas, je le garderai. Si ce n'est pas le cas, je me poserai des questions. Ouais, c'est sûr que souvent, c'est ces gens-là qui sont en clé, qui ont la clé à ce renouvellement-là aussi, même à l'interne. Fait que c'est un petit peu... certains ont certaines problématiques à se remettre en question eux-mêmes, là, puis à remettre en question leurs organisations aussi. Là. Puis on voit des OBNL vieillissantes, pas juste en termes d'âge, mais en termes de pratique, qui ont de la misère à se renouveler. Puis dans bien des cas, souvent, c'est un conseil d'administration qui a de la misère à se renouveler aussi. Puis tu sais, tu veux pas qu'un président de conseil d'administration devienne, on me passerait l'expression, là, mais tu sais, une belle-mère. Tu sais, tu veux pas quelqu'un qui te dise « Oui, mais dans le temps, on faisait ça comme ça ». Le nombre de conseils d'administration où j'ai vu des gestionnaires mettre des choses de l'avant, puis le président de conseil dire « Oui, mais on l'a essayé il y a 5 ans ». Oui, OK, tu l'as essayé il y a 5 ans, mais tu sais... La réalité change en 5 ans. Il y a 5 ans, là, pour faire... tu sais, il y a 3 ans, là, il y avait pas de... Entre 3 et 5 ans, il n'y avait pas de presse électronique, là. Tu sais, l'achat média a changé. Les gens font des Facebook Live, tu sais. Fait que le conseil d'administration qui dit « Oui, mais on l'a fait il y a 5 ans. » OK, mais est-ce que tu es encore pertinent comme administrateur? Est-ce que tu es encore pertinent comme président de conseil quand tu dis quelque chose comme ça? Je suis pas sûr, moi. J'ai des gros doutes là-dessus. Les choses changent, évoluent vite. Quelqu'un qui ça fait 30 ans qui est président d'un conseil d'administration, je pense qu'il a mal compris son rôle. Puis, un président qui n'est pas à sa place, là, ça arrive, on s'entend, là, tu l'as dit, où il y a de l'humain, il y a de l'humanisme, mais le gestionnaire qui est pris avec ça ou qui se ramasse, parce que dans certains cas, avec les processus d'élection, avec les processus de représentation, on n'a pas toujours la personne la plus compétente à la tête de l'organisation, là, pour toutes sortes d'enjeux politiques ou de complexité. Puis il y en a certains dans leurs règlements généraux, c'est des gens qui sont élus d'office, que j'ai vu aussi. Ah oui, j'ai vu. Je pense entre autres milieu des chambres. Si tu étais l'ancien président, tu es devenu le nouveau... Le comité consultatif des chambres, de certaines fédérations. Oui, oui.
Fait que là, tu te ramasses dans certains cas avec une personne qui est à la tête de l'organisation, que tu peux essayer de former, mais que ta capacité de modéliser pour aller chercher un vrai leader est limitée. C'est quoi la prochaine étape, là? Comment on s'en sort comme gestionnaire? On va dire la question de l'autre côté. Comment tu fais pour mettre un président de conseil d'administration dehors? J'aurais pu le dire comme ça, je voulais pas le dire comme ça, mais oui, comment tu fais pour le mettre dehors? Mais tout est une... Je pense que là-dedans, c'est une question de bien comprendre sa place. Le rôle d'un gestionnaire, c'est de gérer, c'est d'administrer, c'est de faire vivre la mission quotidienne. C'est d'exécuter la vision. S'il y a une planification stratégique, c'est de faire le plan d'action qui va réaliser la planification stratégique. C'est un rôle... Le rôle d'un gestionnaire, c'est d'être dans l'action. Au quotidien, tous les jours, de se battre ou de se débattre pour faire arriver la mission. Le rôle d'un conseil d'administration, c'est d'essayer de voir la forêt quand le gestionnaire voit juste les arbres. C'est de voir loin. C'est d'épauler. Si, comme gestionnaire, tu n'as pas cette relation-là, bien, et tu ne l'as pas que ton président de CA, parce que tu n'as pas d'affinité, parce que ton président ou ta présidente de CA, c'est quelqu'un qui a un agenda caché, qui est mesquin, j'en ai vu là, de toutes les sortes. Moi aussi. Oui. J'en ai vu toutes les sortes. Des présidents de CA qui sont là pour eux, qui sont là pour faire avancer leur carrière. J'ai vu des dossiers, ils sont juste là pour faire avancer leur carrière. Puis je le dis, puis c'est plate. Ou pour se présenter en politique ou prochainement. ou ailleurs, ou parce que des fois, ils ont besoin d'être là. Mais il faut qu'un gestionnaire d'OBNL, ou un directeur général, ou une directrice générale, bâtisse des relations avec les membres de son CA, au-delà du président du conseil. Et ça veut dire, quand tu as des affinités avec quelqu'un, il y a 12 personnes devant toi, il y en a probablement 4 qui t'aiment pas vraiment. Il y en a probablement 3 qui en ont un peu rien à foutre. Puis la balance, peut-être, qui ont vraiment un intérêt. Puis je suis un peu cru là-dedans, parce qu'il y a des conseils d'administration qui sont hyper mobilisés, puis tout ça. Mais après ça, c'est de développer des relations humaines. Parce que le président de conseil, si ça ne marche pas avec, il peut y avoir des administrateurs qui vont faire passer des messages, qui vont calmer le jeu, qui vont t'aider à trouver ta place. Mais ça ne marche pas que ton président de conseil, puis il est là pour 5 ans. Essaye pas de le changer. Toi, change de place. Ouais, tu sais, faut que tu comprennes ta place dans l'écosystème, puis tu viens de rentrer en poste, il est nommé pour 5 ans, mettons, puis vous vous haïssez, puis tu as fait 4 mois, 5 mois, 9 mois, tu es malheureux, tu vas faire un burn-out. Arrête ça, tu ne gagneras pas. C'est bien de t'en aller. Puis ce que tu dis, c'est intéressant parce que dans le document qu'on a sorti sur les 6 étapes pour devenir un agent de changement, une des étapes dont on parle, c'est de connaître ses administrateurs. Tu peux pas... Il faut arrêter de subir. J'entends ça là, de certains DG. On subit ce que le CA demande. Au lieu de se dire, on va connaître les gens autour de la table, puis on va essayer de comprendre ce que tout le monde veut pour être capable d'agrémenter tout ça, puis d'être capable d'avoir une direction, puis d'être capable aussi de comprendre ce qu'individuellement, quelles sont les motivations, quels sont les enjeux, puis la mission est porteuse comment pour chacune de ces personnes-là. Fait que ça, je pense que je suis content que tu en parles parce que, selon moi, c'est une des étapes que beaucoup de DG ne font pas. Ils ne connaissent pas leurs administrateurs. Et après ça, quand un de ces administrateurs-là devient le président, pour toutes sortes de raisons. Là, on s'entend que les processus d'un OBNL à l'autre peuvent avoir des teintes qui peuvent être problématiques. Là. Je pense entre autres à toutes les OBNL dont les administrateurs sont des représentations de régions, entre autres, ou de secteurs, là, où là, les gens ne sont pas nécessairement là pour l'organisation. Mais quand ils ne connaissent pas leurs administrateurs, ils se mettent un petit peu le pied dans la tombe. Mais tu dis 2 choses. Ils ne connaissent pas leurs administrateurs, ça, c'est une chose. Puis ça, c'est un problème. Parce que si tu ne développes pas des liens, un tant soit peu agréables avec des gens qui sont là pour regarder ce que tu fais, c'est ça la job d'un CA ou d'un président de conseil, t'es aussi bien de le faire dans l'harmonie que dans le désordre. Puis cet élément-là, pour moi, il faut qu'il soit pris en considération. Mais les gestionnaires qui nous écoutent en ce moment, là, puis vous seriez étonnés, puis je vous mets au défi, là, mais vous ne seriez pas capable de faire ça au prochain CA, là, mais il y a un exercice qui a été fait avec les présidents de conseil d'administration des 100 plus grandes compagnies à travers le monde.
OK? Puis, ils ont demandé à ces 100 présidents de conseil d'administration-là, c'est quoi la mission de l'organisation dans laquelle vous êtes? Puis ces présidents de conseil d'administration-là, des 100 plus grosses compagnies au monde, dites-vous qu'ils sont payés des centaines de milliers de dollars par année. Hein? Ça va pas. Non. Fait que, pour moi, il y a souvent un grand disconnect entre est-ce que le conseil d'administration comprend bien la mission de l'organisation? Est-ce qu'il a bien compris la vision? Est-ce qu'il a bien compris les valeurs de l'organisation? Est-ce qu'elles sont appropriées? Est-ce que si dans les valeurs de l'organisation, c'est la collaboration, mais moi, comme gestionnaire, si je vois que j'ai un CA, un président de CA qui refuse de collaborer, qui est toujours en porte-à-faux avec tout le monde, bien, il y a un disconnect, là. C'est sûr qu'il n'y aura jamais une organisation qui va dire nous, nos valeurs, c'est la zizanie. Fait que, je comprends, mais c'est important cet élément-là. Est-ce que le board comprend bien la mission de l'organisation, la vision de l'organisation, les valeurs? Et est-ce que le board comprend bien c'est quoi les priorités que le gestionnaire s'est données? Parce que moi, je suis un conseil d'administration, puis je vois que ça avance, mais je sais pas trop. Puis, tu sais, je suis là une fois par 2 mois. Non, j'ai vraiment un gestionnaire qui arrive, qui m'a montré ses priorités, qui me dit où il est rendu. Je vais peut-être avoir le goût de l'épauler encore plus. Fait que, oui, il y a des CA complaisants, mais oui, il y a aussi des gestionnaires qui comprennent mal la manière d'optimiser comment leur CA devrait fonctionner. Puis ça, c'est le rôle du président de conseil. D'essayer d'arranger ça pour que ça fonctionne. Je pense qu'il y a des capacités intrinsèques à être un bon président de conseil. Avoir du leadership. Un président de conseil qui ne parle pas, qui n'est pas mobilisateur, qui n'est pas très intéressé, qui n'est pas présent, il n'y a pas d'affaire là. Il n'y a pas d'affaire là. C'est juste ça. Il n'y a pas d'affaire là. Ça prend quelqu'un qui est capable d'exercer aussi un jugement avec une certaine indépendance, qui est capable de faire l'avocat du diable, qui est capable de défendre son gestionnaire ou sa directrice générale ou son directeur général, tout en étant capable de faire comprendre aussi au gestionnaire qu'il faut qu'il marche dans cette direction-là. Là. C'est là qu'on s'en va. C'est pas là, c'est là. Ça, pour moi, c'est extrêmement important. Quelqu'un qui comprend les enjeux du milieu. Tu connais rien en sport, puis tu t'en vas président de conseil d'administration d'une organisation dans le domaine du sport. Si c'est une organisation qui a 30 000 d'apports annuels, puis que c'est l'équipe de danse ou de soccer de ta fille, pas grave. Mais s'il y a 250 000 sous gestion, 2 employés, puis 7 activités de financement par année, vas-y pas, là, prends le pas. Viens sur le conseil pendant 2 ans. Tu verras si c'est ta place d'être président. Il faut que tu comprennes l'écosystème. Il faudrait quelqu'un qui a du jugement. Qui est capable d'exercer un bon jugement. Ça ment pas. C'est ce que je veux dire, c'est que tu regardes ton président de conseil, ça fait 10 conneries en ligne qu'il dit dans les 7 dernières réunions, puis tu réalises que les 7 choses qu'il a dit, c'était écrit dans ses papiers, puis qu'il les a jamais lues. Moi, je pense que là, il faut que tu te dises qu'il faut qu'on ait une discussion, lui puis moi. Tu sais, Monsieur le Président, avez-vous eu le temps de lire? Voulez-vous que je vous fasse ça en plus petit? Voulez-vous que je les écrive plus gros? Voulez-vous que je vous les imprime? Mais ça fait 7 fois de vous poser les maudites mêmes questions sur ça. À l'inverse, le président de conseil, quand il est assis devant ses administrateurs n'ont pas lu leurs affaires. C'est à lui de leur dire de lire. Lisez vos choses. Il faut qu'il fasse la mère. Faites. Ouais. Souvent, il faut qu'il soit. Au gouvernement, on appelle ça un whip. Ouais, c'est à lui de. Lisez vos choses. Moi, j'ai eu des présidents de conseil là, que je peux te dire que ça allait assez vite. Là. Oui, tu as une efficacité. Oui. Tu as 3 strikes, you're out. Ça fait 2 fois que tu viens pas, Laurent. Là. C'est pas vrai, ça m'est pas arrivé, là, mais ça fait 2 fois que tu viens pas. Dans la dernière année, on a 6 rencontres. 3e fois que tu viens pas, t'es out. Ça, là, 3 strikes, you're out, là, c'est normal. Là. C'est comme au baseball. Tu viens pas. Tu as un administrateur qui a un enfant qui est malade. Il faut que tu sois capable de t'adapter. Ou tu as un administrateur, ça fait 3 fois qu'il ne vient pas, mais il ramène la moitié de ton chiffre d'affaires. Bon, peut-être que tu vas t'arranger, là. Mais 3 strikes, you're out. Lis tes documents. Puis tu es au téléphone, là, dans le métro, pour écouter ton CA. Une fois peut-être, mais pas à chaque fois. Ouais, on en voit tous les gens. Donc, si je résume, c'est une question de leadership, une question de collaboration.
puis aussi un élément de mobilisation pour une présidence, une bonne présidence. Là. C'est peut-être à peu près là. Y a-t-il d'autres concepts clés là, en terminant? Là, Moi, j'ai vu le président du conseil d'administration, je ne vais pas le nommer, là, mais tu sais, l'humilité. Ah, l'humilité, oui. Ça peut être quelqu'un qui a... Ça va être dichotomique, là, mais ça peut être quelqu'un qui a un ego fort, qui a une prestance, mais ça peut être aussi quelqu'un qui, malgré ça, demeure à l'écoute. À l'écoute de son board, à l'écoute des préoccupations, à l'écoute de sa direction, puis de manière humble est capable d'amener ces gens-là à interagir. Être un chef d'orchestre, c'est pas savoir jouer de tous les instruments. Impossible. Mais c'est de savoir lire la musique, c'est de savoir lire les situations dans le respect des gestionnaires. Puis si les membres du conseil d'administration voyaient et comprenaient mieux c'est quoi être un directeur général d'OBNL, c'est quoi tout ce que ça demande, c'est quoi tous les sacrifices au niveau salarial, au niveau des ressources. Je pense qu'il y a beaucoup plus de boards qui regarderaient leur direction générale ou leur permanence avec un regard beaucoup plus bienveillant. Il y a des moments où ça chauffe. Le conseil d'administration doit être courageux dans ses décisions. Mais la bienveillance d'un conseil d'administration par rapport à son gestionnaire ou à ses gestionnaires, ça devrait être la base de cette relation-là. Merci. Ben écoute, moi je trouve ça intéressant parce qu'on a vu plusieurs choses aujourd'hui avec toi, Laurent. Écoute, 45 minutes, ça passe comme ça. Là. On aurait pu continuer longtemps encore. C'était la dernière session d'ici la période de Noël. On va recommencer en janvier, comme je vous le disais. Je remercie encore l'équipe de Témoins Production pour la production d'aujourd'hui. Vous pourrez trouver sur notre site Internet les premières capsules qu'on a déjà tournées en Facebook Live. Il y en a déjà 3 qui sont en ligne. On va mettre celles-là dans les prochains jours. J'espère vous revoir en grand nombre après Noël. J'ai bien hâte de vous présenter les nouvelles programmations, puis je vous souhaite de joyeuses fêtes à tous. Merci. Merci.